Je suis désolée de vous avoir fait attendre, hein. Le vol a pris du retard. C'est chaud, non? Ça vous dérange pas si je baisse le son? Je suis pas très fan de la musique le matin comme ça. Après un long voyage en plus. Oh là là. Sinon, qu'est-ce qui est plus pénible dans le métier de transporteur? Les clients relous, hein, c'est ça. Vous êtes bien tombé avec moi, hein. J'ai une note de 4,95 sur 5. Hein. Ça marche bien Uber quand même. Hein. Il y a quand même un truc flippant là. C'est Berlin comme ça, à Paris, qui nous envahissent un petit peu. Ça fait dans de la mer, là. On dirait des requins qui progressent vers leur proie. Vous avez quand même plus le monopole. Hein. Il y a un truc auquel vous n'avez peut-être pas pensé, mais une saga cinématographique, genre Uber quoi. Uber 1, 2, 3, 4, 5. Vous pourriez peut-être même avoir Samina Seri. Hein. Bah, ça serait marrant quand même. Bah ça c'est vrai que ça serait marrant. Samina Seri, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Tu inaugures l'édition spéciale Portrait du Nadia Lazouni Show qui met en lumière la vie trépidante de femmes et d'hommes qui inspirent et fascinent. Alors je ne sais pas si tu es au courant Samy, mais il y a un avis de recherche de toi placardé un peu partout en France. On se demande, mais où est Samy Par la police ou par par ton public, Ah, mon public. par tes fans, ceux qui veulent des nouvelles de toi. Je me serais dit là, il y a un truc qui va pas bien là. Non. Et on se demande, enfin on entend ici et là que tu vis en Russie. Pourquoi es-tu parti? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les grands noms du cinéma français s'exilent en Russie? Faut croire que la vie elle est un peu plus douce et un peu plus le business et tout ça, ça se passe un peu mieux en Russie. J'ai rencontré des gens de télé, j'ai rencontré des gens du gouvernement qui voulaient qu'on fasse des masters, dont j'en ai fait un ou deux, des masters pour les élèves des sessions de formation, cours, de cours de théâtre, comment je suis arrivé là, comment la France, comment. Tu as demandé ta naturalisation? Non, même pas. Non. Et quand on me posait la question, justement, les Russes, à plusieurs interviews, j'ai fait pas mal de télé, ils me disaient, mais en fait, tu serais pas venu toi pour le passeport russe? Je dis non, j'en veux pas. Je suis français. Je dis c'est vachement important, ce passeport, c'est pas un bout de papier. Et je dis d'être russe, ce que je disais à chaque fois, c'est un état d'esprit. C'est pas un papier. Puis j'ai un frère, Bibi, que tout le monde connaît, qui est scénariste, réalisateur, acteur, et qui a fait beaucoup d'études et qui a un master d'histoire et qui adore l'histoire russe. Donc ça pouvait pas mieux tomber. Je l'ai fait venir avec moi parce qu'on a voulu monter deux projets. Un projet où Bibi il aurait réalisé en faisant une coprode française et russe. Donc il y avait Gérard Darmon avec nous, Philippe Lelouch, Frédéric Diffenthal. Ton acolyte de taxi. Oui, bien sûr. Tout le monde voulait nous revoir au cinéma, donc on a pensé que c'était vachement bien de le mettre avec moi dans un rôle de surveillant de prison. Et un autre projet que Bibi a écrit, puisque c'est un amoureux de l'histoire russe, il nous a écrit une histoire pour moi, mais sur mesure. Un peu comme il l'a fait pour La Mentale, c'était taillé juste pour moi. C'est un Français qui donne des cours de littérature et autres, et super instruit. Et il va lui arriver un problème et on va lui donner le choix, soit d'aller donner des cours de théâtre en prison à des jeunes mineurs, ou soit d'aller en prison lui-même. Donc il va prendre la deuxième alternative, c'est-à-dire d'aller donner des cours, et il va monter une pièce de théâtre avec des jeunes Russes en prison. On a beaucoup voyagé là en Russie, on va revenir en France. Tu es né à Paris, Samy, d'un papa algérien et d'une maman normande, une facette de ton identité que l'on connaît moins. Est-ce que tu entretiens encore un lien avec cette filiation normande? Bien évidemment, je vais très souvent en Normandie, à Deauville, et puis j'ai pas mal de potes qui vivent en Normandie, donc je suis amené très souvent à aller en Normandie, et je me sens normand. Par mon père, par ma mère, pardon, par mes tantes, et surtout par mon grand-père qui était un homme, c'était un charpentier. Il s'est vu dépérir et il n'a pas voulu mourir sur un lit d'hôpital. Donc comme il était chasseur, c'est mes oncles et mes tantes lui ont enlevé tous les fusils de chasse qu'il y avait à la maison. Parce que pour lui c'était impossible
dépérir. C'était le patriarche de la famille. Il est parti dans sa grange un soir, puisqu'il n'avait plus de fusil, il n'avait plus rien, et il s'est pendu. Donc j'ai des souvenirs de mon grand-père étant petit, quand ma mère nous emmenait là-bas à la maison familiale. Et j'ai encore des cousins, bien évidemment, et des cousines qui vivent en Normandie, et plein de potes. Quelle est ta relation à l'Algérie? Est-ce que tu y vas souvent? On est parti avec Marie il y a quelques années à Oran. On a été invité au festival du film d'Oran. C'était génial. Il y avait pas mal de films justement faits par des gens d'origine maghrébine. On a vu des très très beaux films. Et tu as eu l'occasion de voir ta famille là-bas? Mais j'ai pas eu l'occasion, non, de retourner et de voir ma famille depuis très longtemps du côté de l'Algérie, non. Mais on nous avait proposé justement, le pilote d'avion qui nous a emmenés avec Air Algérie au festival d'Oran nous avait proposé, puisque lui-même était du même village que ma famille, il m'avait expliqué plein de choses, que mon village était un village d'artistes, de musiciens, d'écrivains, et surtout de saillies pour les chevaux. On quitte l'Algérie et on revient en France. Je ne sais pas si tu as suivi la dernière polémique du moment. Zemmour, le chantre de l'assimilation, a encore frappé. C'est votre prénom qui est une insulte à la France. Mon prénom est une insulte à la France. La France n'est pas une terre vierge. Mon prénom est une insulte. Je vous laisse parler. La France n'est pas une terre vierge. La France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire. Ouais. Avec une histoire, avec un passé. Et les prénoms incarnent l'histoire de la France. Est-ce que ces propos t'ont blessé? C'est quand c'est des mecs comme ça là qui parlent, on dit rien. Le mec Zemmour là, s'il avait un peu de gamberge, il devrait réfléchir un petit peu, et son nom, Zemmour. Il y a eu des hommes pendant une époque qui tenaient tout Paris, qui étaient des gangsters parisiens, mais qui avaient une mentalité d'homme. Et du coup, qu'est-ce qu'être français pour toi, Samy, puisque là c'est un peu la question que tout le monde a l'air de se poser depuis cette polémique? D'être français, c'est qu'on nous considère comme des Français déjà. Français dans le regard de l'autre. Ouais, voilà. Arriver par exemple comme toi avec le truc que tu as sur la tête, on ne dise pas pourquoi elle n'a pas une grenade dans la poche gauche. Déjà qu'on te considère comme un Français. Après, tu me considères comme un Français, je vais me sentir français. Et je vais te prouver que je suis français, je suis peut-être plus français que toi. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur Samy, la série L'Élève. Bon, c'est un secret pour personne, hein. Tu avais une relation plutôt conflictuelle à l'école. Enfant, tu aimais l'école, mais quand elle était buissonnière, hein, tu désertais les cours, et puis tes parents t'ont finalement envoyé à l'internat. Qu'est-ce qui te posait problème à l'école? Est-ce que c'est... J'avais plein de potes qui n'allaient pas à l'école. D'accord. D'accord. Suivais le groupe, quoi. Ouais. Au lieu d'aller... Pourtant j'étais bien, c'était super sympa, la cantinière, tout le monde. En plus j'étais amoureux de la fille de la cantinière, donc j'allais surtout à l'école pour voir la fille de la cantinière. Mais j'avais plein de potes qui n'allaient pas à l'école. Donc je les suivais. Et on allait, et le soir je me faisais massacrer parce que j'allais pas à l'école. Mon père il avait des mains, mais c'était les deux miennes. Il était peintre en bâtiment, il tirait du cap toute la journée. Et je peux te dire, quand il nous attrapait pour l'école ou pour ça, parce qu'il voulait vraiment qu'on soit modèle, qu'on soit, qu'il voulait être fier de nous au football, à l'école et tout ça. Mais tu te faisais massacrer. On prenait des volets, c'est parce qu'on les méritait. Et ma mère était là un peu pour tempérer. Puis ils ont trouvé la solution, avec mes frères et sœurs et ma mère et mon père, de dire on va le foutre en pension. Donc au début, ils m'ont mis dans une pension à 50 km de Paris, à Montlhéry. Puis un jour, j'en ai eu marre, je voyais plus mes copains, je voyais plus personne. C'était pas les cours en eux-mêmes, parce que les cours, je suivais. Bon, j'étais pas un super élève. J'aimais bien l'histoire, l'anglais un peu, mais j'aurais mieux fait de pas resquiller et je serais meilleur en anglais aujourd'hui, ça je le regrette. C'est jamais trop tard pour apprendre la langue, mais je me suis beaucoup perfectionné. Bon. Mais et un jour j'ai fait une fausse crise d'appendicite en plein cours d'anglais. Et je suis tombé. Après une première fugue, je suis parti avec deux potes à moi de Montlhéry, j'en avais marre. Mais je retournais chez ma mère. J'allais pas me cacher, je fuguais pas. Je rentrais chez ma mère. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas... J'ai dit, non maman, je me suis sauvé. Mais pourquoi tu t'es sauvé? Parce que je peux pas maman, je veux aller à l'école ici, c'est trop loin, je suis pas bien. Ma mère, vous me manquez, ma mère, bonne poire. Et ça c'était le premier coup. Et le deuxième coup, donc en plein cours d'anglais, donc ils me remettent
à la pension, après cette première évasion, si on peut appeler ça évasion. La semaine d'après, j'ai fait une fausse crise d'appendicite en plein cours d'anglais. Je suis tombé. J'étais déjà comédien. Mais c'est ce que j'allais dire. Tu l'as enlevé de la bouche. C'est le directeur, donc, qui avait une Jaguar et qui m'a ramené jusqu'à la maison. Et ma mère, folie, mais il fallait que je joue le jeu là, parce que sinon, alors là, avec ça, une fausse crise, machin, j'aurais pris le compte. On m'a emmené à l'hôpital, dans une clinique à Saint-Paul, d'à côté de chez nous, où on a grandi. Et j'ai été opéré, mais j'avais pas l'appendicite. Je suis resté et je me suis sauvé de l'hôpital encore pour retourner chez moi après 2 jours d'opération. Il y a encore les fils et tout. J'ai pris le bus, le métro et tout pour retourner chez ma mère. Et je sonne. Mais là, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ça y est, c'est fini. Je pouvais pas rester moi à l'hôpital, c'était pas possible. Fallait que je vous voie. En fait, c'était un mélange de pas pouvoir m'éloigner de ma famille, des miens et des potes. Ouais. Et puis c'est vrai que j'étais pas très studieux. Très studieux. Et d'ailleurs, face à ce désintérêt pour l'école, ton père t'a très tôt amené sur les chantiers. Est-ce que tu regrettes d'avoir abandonné l'école ou au contraire tu te dis j'ai appris à l'école de la vraie vie en fait? C'est de se lever le matin et d'aller avec ton père, parce que mon père c'était l'époque où dans le quartier de Bastille, tout ça, il y a eu à un moment donné il y a la crise et tout le monde s'est jeté un peu sur l'immobilier. Et mon père avait monté une entreprise un peu plus grosse. On n'était pas malheureux, mais on n'était pas riche non plus. Mais il avait une petite entreprise avec 3-4 ouvriers. Et donc de nous faire venir, à moi par exemple, et mon frère Bibi, qui lui se lançait dans la plomberie, mais il montait toujours tout à l'envers et il se faisait défoncer. Et de nous amener à nous, moi il me disait, toi aujourd'hui tu vas casser les murs. C'est-à-dire il refaisait tout, par exemple à Bastille, il y a plein de trucs avec des poutres apparentes. Et c'était la mode, on faisait un peu comme dans Saint-Paul ou un peu dans le quartier Montorgueil. Tous les appartements sont refaits et ils vont chercher les poutres qui existaient d'avant au temps de la cour des miracles et tout ça. Donc moi il me faisait casser des murs à la masse toute la journée. Je peux te dire que tu rentrais ce soir, t'étais chaos technique, t'avais même pas envie d'aller voir les potes le matin. Voilà. Mais c'était bien. Tu mangeais avec ton père, tu te baladais, puis tu pouvais lui gratter un petit billet dans la journée ou une petite paire de baskets ou un truc. Voilà quoi. Mais la chose que je regrette, c'est de ne pas parler arabe couramment et de ne pas parler anglais couramment. Ouais. Et comment, justement, un enfant né d'un papa algérien, d'une maman normande, au début des années 60, qui a très tôt travaillé sur les chantiers et qui rêvait d'être acteur, a su construire cette identité composite. Comment tu as réussi à trouver ta place, finalement, dire au cœur de toutes ces influences? Mais t'es obligé. Ouais. Bah oui, sinon tu mets une balle dans la tête. Et lève-toi, marche ou crève. C'est clair. Après, tu tapes aux bonnes portes, tu t'entoures de gens qui sont un peu comme toi ou qui t'aident ou qui te filent des coups de main. Si tu n'arrives pas à t'imposer et à te fondre dans cette jungle-là, on vit à Paris et tout ça, et puis à faire le métier qu'on a toujours rêvé de faire, c'était super dur au début. Ça l'est un peu moins aujourd'hui pour les hommes de couleur. Mais moi, quand je suis arrivé, le mec, il me regardait, il est fou ce mec-là, il veut faire comédien. Bon, heureusement, avec les années, les rencontres, Thomas Gilou, Besson, tous ces mecs, la nouvelle vague, là, un peu, qui se disait, un Maghrébin, il peut jouer un Français, puis il y en a plein qui ont donné des rôles de Daniel, de Michel, de Louis, on regarde Taharaïm, on regarde tous ces mecs-là. Tu m'offres une belle transition en plus là, Samy, parce que je voulais parler de la question d'identité, mais cette fois-ci à l'aune de ta carrière cinématographique, qui en plus de ça fait écho à la relation qu'entretient la société française avec sa diversité, sa jeunesse. Et comme tu le disais, on t'a connu surtout dans le rôle de Daniel, ce chauffeur de taxi marseillais qui aime les belles voitures, etc. Et bon, moi j'étais une grande fan de la saga Taxi, mais en même temps, je me disais, voilà, pour une fois qu'on voit un Français d'origine maghrébine à l'écran qui joue pas un rôle de délinquant énervé et tout, il fallait qu'il s'appelle Daniel. Et je sais pas si tu t'es dit la même chose ou qu'au contraire, 98, c'était 98, c'était la France, black blanc beurre, on célébrait l'unité, et donc pourquoi Daniel aurait été joué par un blanc après tout? Non, parce que déjà, il s'appelle Daniel Morales, donc il peut être espagnol et italien, déjà à la base, et c'est Besson.
lui parmi tant d'autres, hein, on était à, comme tu dis, à l'heure où fallait que les jeunes maghrébins, comme tous les autres, puissent jouer des rôles et s'appeler Michel, Paul. C'est la mixité et je trouve ça tout à fait normal. Ouais, je m'appelle. J'ai même pas. T'as même pas questionné le choix. C'est normal. Je suis comédien. Ouais. Mais en même temps, 3 ans avant, donc 95, tu joues Nourdine, hein, qui est un Français d'origine maghrébine, qui est issu d'une banlieue désœuvrée, délinquant, qui touche à la drogue, et qui vraiment évolue dans un univers violent. Donc là, on est un peu aussi dans un rôle caricatural. Soit. Est-ce que moi j'aimerais connaître en fait ton regard 20 ans, un peu plus de 20 ans plus tard sur les banlieues. Est-ce que pour toi ça a changé? D'ailleurs la même année, on se souvient, il y avait un autre film à succès sur les banlieues, il y avait La Haine, qui dépeint un univers apocalyptique mais très réaliste de la cité. Est-ce que pour toi, plus de 20 ans après, on pourrait refaire un remake de ces films-là ou qu'au contraire, les choses ont changé, les choses vont mieux? Les choses ont changé. Ouais. Ah ouais. Et puis il y a eu ce fameux fléau de l'héroïne qui est arrivé et qui a fait un massacre. Moi j'ai plein de potes qui sont morts, elle a tout tué. Je pense que les anciens ont essayé de faire un peu de ménage et la nouvelle génération est un peu plus calme, je dirais. Même s'il y a encore des petites choses qui se passent à droite et à gauche. Des bandes rivales. Ouais, des bandes rivales comme on a vu dernièrement, et ça c'est malheureux. Parce qu'on n'avait pas trop ces trucs-là, nous, c'était plutôt des bagarres à coups de poing, mais pas des trucs de barre de fer comme ça. C'est horrible de mettre un môme de 14 ans dans le coma juste parce qu'il a traversé un pont, il est du 92 et du 93, mais je pense que ça a changé. Faire un remake, tu pourrais faire un remake, je pense, dans le positif. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de banlieue aujourd'hui qui ont trouvé leur place, qui ont des jobs top, t'as des sportifs, t'as des mecs qui travaillent à la bourse, t'as des médecins, qui s'appellent. Alors c'est un peu. J'ai eu moi des potes qui m'ont dit c'est super dur, Samy. Quand je leur dis je viens des 4000 logements à la Courneuve et que je m'appelle Ahmed Zemouri et j'ai des ça a du mal à passer au début. Une fois que j'ai fait mes preuves, qu'on me laisse faire mes preuves, ça passe. On va maintenant avancer dans le temps et on va aller en 2006. Donc 2006, c'est le film Indigène. D'ailleurs, c'est un an après les révoltes des banlieues de 2005. Donc tu as l'affiche de ce film qui raconte l'histoire de 3 tirailleurs algériens, un goumier marocain, qui ont été recrutés dans les colonies pour libérer la France. Ce film a beaucoup ému, je veux dire, partout, que ce soit les Pieds Noirs, que ce soit les Algériens, les Français, on a tous été touchés, et même la première dame de France, Bernadette Chirac, qui à l'époque parvient à convaincre son mari de prendre des mesures pour améliorer la situation des anciens combattants coloniaux. Merci à Madame Chirac. Oui, voilà, c'est ça qui est fou, et merci à vous. C'est grâce à ce film, finalement, que vous avez éveillé les consciences. Et d'ailleurs, est-ce qu'à l'époque, tu avais conscience précisément de jouer dans un film aussi engagé? Non. Comme bien évidemment tu le sais, j'ai pas été à l'école. Et si mes souvenirs sont bons, et on peut aller aujourd'hui fouiller encore à la bibliothèque Georges Pompidou, tu trouves pas beaucoup de bouquins qui te parlent des tirailleurs sénégalais et tout ça dans les livres d'histoire ou même à l'école pour nos petits frères et nos petites sœurs. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, encore aujourd'hui c'est absent. Monte Cassino, les Maghrébins qui se font tuer en première ligne pour libérer l'Italie. Je pense que il n'y a pas beaucoup de profs d'histoire qui disent ça justement, et peut-être ça ferait du bien qu'ils sachent d'où ils viennent et que leur grand-père et leur arrière-grand-père, ils ont participé aussi à la libération de la France. C'est vachement important pour que le mec il se sente français, tout à fait. Et qu'on ne le monte pas du doigt toujours comme un terroriste ou comme un vendeur de cam, mais non, mon pote, ton grand-père il a été se battre pour moi. Je dis putain, il y a des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Sénégalais, des Indonésiens, parce qu'il y avait des Pieds Noirs, qui ont été se taper contre les Allemands pour libérer la France. Mais c'est les oubliés des livres d'histoire aujourd'hui. Et le film était... une merveille. Ouais, et puis on a pris la Palme d'Or, donc, et puis d'autres prix après. Je crois qu'on a pris 15 prix. Je regardais avec Marie quand on est parti en Amérique l'année dernière. Alors ce qui est fort aussi avec Indigène, pour le coup, c'est que tu joues dans un film où tes 2 pays d'origine
s'affrontent. Comment toi tu te positionnes? Est-ce que tu te reconnais plus dans l'histoire, par exemple, de tes aïeux français, plutôt dans l'histoire de tes aïeux algériens? Comment tu as vécu cette dualité? Est-ce que tu as senti un espèce de conflit en toi ou... Non. Non, ça va? Non, d'abord je faisais un film. Ouais. Donc j'étais là pour servir mon producteur, servir mon réalisateur. J'avais un texte, j'ai signé un contrat. Et je me suis nourri de ça. Pour interpréter mon personnage. J'ai pas... Tu n'as pas poussé à faire une introspection identitaire? Non. Non. Je sais que je suis un vrai parigot. Nous, on a grandi entre juifs, arabes, blacks. On était tous ensemble. Il n'y avait pas d'histoire de ci, de ça. Ouais, votre identité, c'était la loyauté, la solidarité, et la parole d'homme et machin. Et on était ensemble. Ouais. Bon, là, maintenant, on passe à 2018. Justement, tu joues dans le film Identité. Et tu incarnes le rôle d'un truand qui a une influence plutôt maléfique sur le destin d'un jeune homme. Ouais. Et en fait, je me disais, d'ailleurs, quelques années avant, tu joues aussi dans un court-métrage où tu joues un ancien détenu en voie de réinsertion. Et je me suis dit, bon, depuis que les médias, la presse t'a collé cette étiquette de l'acteur qui a fait de la prison, est-ce que tu ne te sens pas un peu coincé dans ce rôle-là? Non, je choisis ce que j'ai envie de jouer. J'aime bien jouer des rôles comme ça, un peu des polars. J'aime bien jouer dans ces films parce que je suis un peu comme mes pères, les Gabin, les Delon, les Belmondo. J'aime bien les films de gangsters, quand ils sont bien faits, bien écrits. Les Audiard, tout ça, machin. Non, je me sens pas du tout enfermé là-dedans. Je vais te poser une question, Samy. Je suis obligé de le faire, sinon on va m'accuser de faire de la langue de bois. Je disais, la presse aime bien raconter les déboires judiciaires et les bagarres de Samy Nasseri, mais sans jamais lui donner la parole. Moi, j'aimerais entendre l'intéressé. D'abord, j'aimerais savoir comment toi tu vis ce déballage de ta vie privée sur l'espace public. Déjà, les plus pourris dans l'histoire et les plus hypocrites et les plus salauds, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité, c'est Wikipédia. Et on invente des choses. Donc ça, c'est le truc le plus pourri qui peut exister, c'est Wikipédia. Ça, je suis en guerre avec eux. Après, ça me fait bien rire parce que aujourd'hui, je suis sur un ou deux films en France et il y a un ou deux mecs aussi qui veulent monter des films avec moi parce qu'ils ont envie de raconter des choses sur Samy Nasseri. Et ils vont voir les producteurs et les producteurs ils leur disent mais comment il est Samy aujourd'hui? Je suis mieux que toi. Tout va bien. Je suis né pour faire du cinéma. J'aime mon métier. Comment je suis très bien. Tu vois, là, on est à l'aéroport. Je m'en vais en Amérique. Voilà. Tiens, qu'est-ce que tu vas... Allez, annonce-nous un petit peu les Non, je dirais, ils m'ont porté la guine. Je dirais, ils m'ont porté malheur. Laisse-moi le faire. C'est vrai, t'as bien raison. Oui, me garder. C'est bien, en tout cas, t'as eu l'occasion de rétablir certaines vérités. Ouais. Après, ça fait 10 fois qu'on annonce que je suis mort. Je suis encore là. Coucou. Ouais. C'est ça, quand tu vas sur Google, c'est ce qui est écrit. Samy Nasseri mort. Je me disais, punaise, ils veulent le tuer avant. Ouais. Mais t'imagines ça? Le mec qui fait ça, ou les journalistes qui font ça, ils pensent pas à eux. Donc ça, c'est criminel, ça. Mais arrêtez, les gars. J'ai de la famille, j'ai des trucs. Bon. On va conclure cette interview, Samy, sur une note plutôt gaie, plutôt positive. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui rend heureux Samy Nasseri. Ce qui me rend heureux, c'est de faire le métier que j'aime et de continuer à le faire, même si il y en a pas qui se demandent comment je vais et comment il va, est-ce qu'on peut le faire travailler. Donc il y a plein de gens qui pensent pas comme vous, ça me rassure. J'aime mon métier, j'ai des projets en cours, j'ai des projets qui vont arriver. Grâce à Dieu, je suis en bonne santé. J'ai un garçon merveilleux. Tu es amoureux? Bien évidemment que Marie m'apporte beaucoup de choses et qu'elle est pour moi, elle est précieuse parce qu'elle sait amener les choses et que comme toutes les femmes, elle cherche à me protéger, elle donne les bons conseils, elle m'apporte de la sagesse. Alors je les respecte pas toujours, mais je sais que je l'aime parce qu'elle est là et qu'elle est protectrice et parce qu'elle sait qu'on m'a fait du mal et que elle aimerait bien que ça s'arrête à un moment donné. Merci infiniment, Samy, vraiment d'avoir accordé cette belle interview toujours avec la sincérité qu'on peut que te reconnaître de toute façon. Tu vas combien pour la course? Rien, c'est un plaisir. Merci, un grand merci aussi à Marie, à Omar, à tous ceux qui ont permis de réaliser cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci Samy. Merci à toi. Merci technicien. Omar, merci. Bon, on coupe.